Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Et bienvenue Pierre. Bonjour Olivier. Vous êtes toujours et le bonjour bienvenu. à tous. Alors aujourd'hui nous recevons Guy de Lafortelle. Alors Guy de Lafortelle, bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau. Comment vous définir? Vous êtes d'abord d'une génération toute jeune. La mienne. La même que celle de Pierre. Et vous publiez, vous êtes éditorialiste économique, éditeur, et vous publiez un blog tout à fait passionnant, tout à fait intéressant, sous la rubrique « L'investisseur sans costume ». Alors là, il y a un mystère. Pourquoi sans costume cet investisseur ? Sans costume, parce que c'est de la vulgarisation économique et financière, tout d'abord. Donc on va voir, donc on enlève un peu les costumes et on va voir un peu ce qu'il y a au fond pour apporter au plus grand nombre un petit peu la réalité économique et financière derrière les apparences. Oh là là, je vous sens déjà très sceptique à l'égard de ceux qui portent le costume 3 pièces, qui sortent d'une école qui est en train de disparaître, et qui ont la suffisance du savoir et qui le gardent pour eux, en quelque sorte, non ? Je caricature, bien sûr. Oui, c'est plus... Alors, la référence est plus aux banquiers qu'au grand corps d'État. C'est quelque chose qui est, dans la banque, est extrêmement important. On a du mal à se rendre compte, mais c'est dès le 19e siècle, quand on se met à construire des banques aux États-Unis, c'est très prégnant aux États-Unis. Le fait d'avoir une grosse banque carrée, avec des gros piliers à l'entrée, d'avoir le costume, d'avoir... mais c'est presque un peu comme la blouse du médecin, si vous voulez. Et c'est pas mal ou bien en soi. C'est-à-dire que c'est simplement que il faut en mettre plein la vue. C'est ça. Parce qu'il y a une question de confiance qui est absolument essentielle chez votre banquier comme chez votre médecin. Si vous ne lui faites pas confiance, vous êtes mal barré. Et c'est pas mal ou bien. La seule chose, c'est que il peut arriver un moment où on en met de plus en plus plein la vue parce que derrière, ça se détériore. Et il y a de moins en moins. On derrière. surcompense. Alors ça, il va falloir qu'on revienne sur ce moins en moins de la banque. Mais je voudrais dire tout le bien que je pense de votre blog. Je vous remercie. Parce que, voilà, vous avez dit que c'est une vulgarisation de l'économie accessible au plus grand nombre. Et c'est vrai que c'est tout à fait passionnant ce que vous nous publiez. C'est à la fois l'actualité économique, mais vous savez prendre une certaine hauteur. C'est bourré de références culturelles et historiques. Vous êtes un homme cultivé. Et vous avez dû avoir de bons professeurs. Allant toujours à l'essentiel. Allant toujours à l'essentiel, dégageant une philosophie derrière les apparences parfois futiles de la réalité économique, parfois dramatiques. Il y a de l'humour. Il y a de l'humour aussi dans le blog. Et donc, ça, c'est le blog. Mais vous avez aussi une lettre plus technique, plus professionnelle, disons-le, qui s'appelle « Risque et profit ». Absolument. Alors là, pour risque et profit, vous demandez que l'on souscrive un abonnement, alors que le blog est gratuit. Absolument. Donc, l'investisseur sans costume, on le trouvera sans problème sur le net. Sans problème, sur YouTube. Oui. Sur YouTube, sur le net. investisseur-sans-costume.com. Voilà. Merci pour la petite publicité. Tout à fait justifiée quand elle est intéressante, et c'est le cas. Alors, quand l'objet est intéressant. Si vous voulez bien, nous allons commencer, comme nous le faisons souvent sur ce plateau, par la question monétaire. Et alors là, vous nous parlez d'une monnaie absolument incroyable, qui doit peser une tonne, non ? Oui, alors ça, c'est parce que je pense que les questions monétaires sont absolument essentielles pour bien comprendre l'époque dans laquelle on est, et plus que ce qu'on voudrait bien vouloir. Et donc, on est un peu obligé de s'attaquer à cette question monétaire qui est extrêmement pénible, en fait. Et pour ça, moi, j'aime bien. Donc, c'est un grand classique des économistes monétaires. Hein. Je ne l'ai pas du tout inventé, mais vous avez un petit archipel d'îles qui s'étale sur une région qui est à peu près aussi grande, à peu près aussi large que l'Atlantique Sud, donc c'est un truc énorme, en plein milieu du Pacifique. Et vous aviez, il y a quelques centaines d'années, un petit royaume insulaire là-dedans, avec l'île centrale, qui était l'île de Yap.
Et ces gens réglaient leurs échanges monétaires avec des piécettes qui pouvaient faire jusqu'à 3 tonnes, ou même 15 tonnes, je crois, pardon, c'est 15 tonnes la plus lourde qu'on ait trouvée. Et du coup, c'est très intéressant parce que ce sont des pièces qui sont encore en circulation aujourd'hui. C'est rigolo de parler de circulation parce qu'elles ne bougent pas. Ben oui, justement. Mais elles servent. Ben on achète et on vend des maisons sur l'île de Yap encore aujourd'hui avec ces grosses pièces. Qui au final, et puis comme c'est une toute petite île, bon, bah, les pièces ne bougent pas, mais comme les transactions sont publiques, les gens savent que telle pièce appartient à telle famille, à telle personne, et puis on le sait. C'est presque d'une certaine manière un registre, tout simplement. Uh-huh. Donc on peut se demander, mais pourquoi ces gens s'embêtent-ils à avoir des pièces de 15 tonnes qui ne bougent pas, alors qu'ils pourraient simplement tenir un registre ? Certaines autres îles tenaient des coquillages, par exemple. Oui, bien sûr. Et en fait, d'autant plus que c'est un système monétaire qui tient sur plusieurs centaines d'années. Ah oui. Parce que c'est ça, parce qu'après, qu'on essaye un truc qui marche pendant 40 ans et ça ne marche plus, c'est une chose. Mais là, c'est quand même déjà, c'était un empire insulaire de personnes qui étaient loin d'être bêtes. C'était quand même des gens qui se baladaient dans le Pacifique sur des milliers de kilomètres avec des petits bateaux pirogues. Je pense que nous, on n'oserait pas traverser le lac Léman avec ça. Donc c'était quand même des gens assez extraordinaires. Et en fait, il se trouve que c'est un système qui dure depuis des centaines d'années, maintenant qui est un petit peu obsolète, mais en tout cas, à l'apogée de l'Empire, ça marchait très très bien. Et la particularité de ces pierres, c'est que ce sont des pierres qui n'existent pas sur l'île de Yap. Et qu'il faut aller chercher à 200 km de là. Donc ils partaient avec leur pirogue, et puis ils allaient chercher, c'est une pierre riche en aragonite, qui a des petits reflets brillants, c'est très joli. Et donc, ils allaient casser des cailloux, et puis ils ramenaient leurs cailloux sur leur île. Et ça, c'est comme ça. C'est un aspect très intéressant, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une phase d'expansion économique et que vous avez plus de croissance que de monnaie, vous avez un intérêt à en chercher d'autres parce que la monnaie se valorise. La monnaie se valorise et du coup, les gens vont se dire, bah, tiens, dis donc, mon caillou, il vaut de plus en plus cher, ça vaut le coup que je prenne ma pirogue et que j'aille chercher du caillou à 200 km de là. Et en revanche, lorsque l'économie est stagnante ou en tout cas baisse, bah là, vous n'avez aucun intérêt à y aller. Et du coup, vous avez une sorte de régulation de la quantité de monnaie en circulation à peu près naturelle. C'est ça. C'est pas parfait, hein. Elle se déflate en quelque sorte. Elle se déflate parce qu'il y a toujours un peu de pertes, les gens oublient, ou en tout cas, ce qui est important, c'est durant les phases de croissance, bah, tout d'un coup, vous avez un intérêt à y aller. Et du coup, si vous voulez, vous avez un coût de production qui est important. Et ça nous rappelle cette petite histoire que finalement... C'est quasiment une parabole. Peut-être, je ne sais pas. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, on se dit, quand on commence, moi j'aime bien cette histoire, parce qu'on se dit, il faut être un peu bête, si vous voulez, pour aller chercher des cailloux de 15 tonnes et s'en servir de pièces de monnaie. Mais en fait, ce qu'on a fait nous pendant des siècles ou même des millénaires avec l'or, n'est pas très différent, hein, finalement. Ouais, quand des banques centrales ont des stocks d'or et qu'on se les échange sans que l'or bouge du coffre à la Fed ou en France, c'est pas très différent. Et en vérité, c'est vraiment sortir de notre système pour mieux y revenir. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça nous rappelle qu'une monnaie, à la fin, ne vaut jamais, structurellement, ne vaut jamais que ce qu'elle coûte à produire. Alors, le Bitcoin, par exemple, je fais un saut beaucoup trop rapide dans le temps, mais le Bitcoin, il a un coût de production. Absolument. Les fermes d'ordinateurs qui moulinent. Mmh. C'est un coût très important, bien sûr. C'est un coût très élevé. Oui. C'est ce qui explique peut-être... Ça participe de sa valeur, absolument. Alors, ça ne fait pas tout. Hein. Non. Ça ne fait pas tout, mais effectivement, c'est-à-dire que le Bitcoin ne pourrait pas avoir la valeur qu'il a si son coût de production était moins élevé. Ça, c'est absolument certain. À un moment, c'est une offre, c'est l'offre et la demande. Puis, si on peut produire des bitcoins plus facilement, il va se trouver des gens pour le faire. Et voilà, donc c'est très important. Après, ce qui est assez intéressant avec le bitcoin, c'est que ça pousse l'excès à l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'avec le bitcoin, vous avez une construction où là, aujourd'hui, le fait que cette monnaie soit rare, très coûteuse à produire, fait sa valeur. Et elle se fait sa valeur en miroir des monnaies actuelles, qui, elles, au contraire, sont, pas pour tous, mais pour certains, au contraire, extrêmement faciles à produire et extrêmement peu coûteuses à produire. Pratiquement pas. Alors là, on sort... Sur la monnaie numérique, déjà, il faut voir ce qu'on va avoir. Oui, on ne sait pas encore. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Mais vous dites... Pardon de vous interrompre, mais vous dites que les banques, par exemple, ont pris le pouvoir et qu'elles ont retiré aux États
le soin de fabriquer les monnaies. Et quand elles ont pris ce pouvoir de fabriquer les monnaies, il y a un coût, j'imagine. Pourtant, ça leur rapporte plus que ça leur coûte. Les banques ont pris le pouvoir, oui et non. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que déjà, il faut bien faire la différence entre les banques centrales et les banques commerciales. Oui. Ce sont les banques commerciales qui créent effectivement la monnaie. Oui. C'est pas nécessairement problématique. C'est pas mal que ce soit des banques commerciales. Un État qui produit sa monnaie, ça produit rarement de bonnes choses, si vous voulez. C'est-à-dire que là, je parle quand on sort d'une monnaie externe, comme de l'or, où il faut creuser, quand on passe sur un système monétaire qui dépend plus que de la confiance et plus uniquement sur une ressource extérieure qu'il faut trouver ou pas trouver. Ça se passe mal quand les États contrôlent les monnaies. Et donc, en soi, la concurrence monétaire n'est pas mauvaise, et le fait que ce soit des acteurs privés qui créent la monnaie n'est pas nécessairement mauvais. Mais pardonnez-moi, mais elles en ont abusé. Elles en ont abusé. En fait, c'est pas... C'est toujours le grand problème, c'est qu'on pêche à une époque et il faut en payer le prix à une autre. Et ça, c'est très douloureux, ça, parce que au moment où on en paye le prix, on peut avoir oublié, ou alors on peut ne pas avoir commis soi-même les fautes. Et sur la création, donc pour comparer, si vous voulez, quand vous comparez un système avec de l'or ou les pierres de Yap, c'est quelque chose de très pénible, de très inutile. Aller prendre sa pirogue, aller faire 200 km, tailler un caillou qui fait le poids de 3 éléphants et revenir. Pourquoi ? Mais pourquoi faire ça ? Oui, aller creuser des trous dans une forêt qui ne va pas être très contente. Par exemple. Et du coup, Guy de Lafortelle, c'est quoi l'intérêt pour la BCE d'imprimer des millions de billets pour ensuite les distribuer aux ménages sous forme de revenu universel ? Mais elle n'imprime pas de billets, en fait. Non, mais de créer de la monnaie. Oui. Alors, il y a beaucoup de questions, là, tout d'un coup. Elle rachète les actifs des banques commerciales. Oui, alors ça après, on peut gloser à l'infini. C'est-à-dire qu'indirectement, effectivement, la Banque Centrale Européenne va créer les pièces et les billets, enfin, les banques nationales, pour être plus précis, qui est une forme de monnaie. Mais en revanche, tout ce qui est la monnaie crédit, c'est tout ce qui est sur votre compte en banque, tout ce qui est dématérialisé, avec justement, là, je mets de côté l'euro numérique, qui arrive. Oui. Ça, en revanche, sont les banques commerciales. Mais après, les banques commerciales, aujourd'hui, si elles n'ont pas le biberon de la BCE, elles n'existent plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais c'est qu'en Europe, le système entier des banques commerciales européennes, depuis au moins 2012, alors en ce moment on a une situation un petit peu bizarre, donc c'est plus compliqué de savoir, mais de 2012 à 2019 est un secteur qui n'est pas rentable. C'est-à-dire que toutes les banques européennes ne gagnent pas d'argent. L'activité bancaire européenne est une activité qui est en faillite potentielle depuis 2012. Et ça, faut pas oublier. C'est pour ça que le rôle des banques est très paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elles ont confisqué énormément de pouvoir. Et là, elles se retrouvent les banques européennes sont un peu zombies aujourd'hui. Elles sont dans une situation qui est absolument dramatique, qui est très difficile pour elles. Très difficile, dans laquelle elles créent de la monnaie. Ce qu'il faut bien comprendre que la banque, quand une banque crée, souvent on dit elle crée l'argent de nulle part. Vous, quand vous allez prendre un crédit, que vous soyez un ménage, une entreprise, et que vous voulez que la banque vous prête de l'argent, elle ne vous prête pas de l'argent qui préexiste. Elle ne vous prête pas l'argent que vous, Pierre, venez de déposer. Elle va créer l'argent ex nihilo. Mais c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème du tout, parce que si on reprend l'exemple justement de l'or ou d'IAP, on dit la valeur de la monnaie, c'est l'effort qu'il faut faire pour justifier sa création. Dans le cas d'une monnaie crédit, l'effort, si moi j'en prends de l'argent à la banque, c'est moi qui vais fournir cet effort-là. Et je vais fournir cet effort, et c'est un effort très intelligent, puisque ça va être un effort économiquement intéressant, puisque je vais le faire pour développer... ça sera fécond. Ça sera fécond. C'est beaucoup mieux que d'aller faire un trou dans le sol et d'aller bousiller une forêt quelque part. Donc en soi, c'est vachement plus intéressant de faire une monnaie dont la valeur de production va être économiquement utile. C'est vachement bien de faire ça. Oui. Et donc la banque fait ça, et la banque, elle, c'est normal qu'elle se rémunère, parce que la banque prend un risque. Si je fais défaut, si je fais faillite, la banque, derrière, c'est ses fonds propres qui doivent compenser. Et du coup, la banque prend des risques. Et c'est normal qu'elle soit rémunérée. Et donc, quand on vous dit « Ah, mais attendez, la banque se paye alors qu'elle crée l'argent de nulle part », oui, mais l'argent, il va, il vient. C'est-à-dire que la banque prend un risque et c'est normal qu'elle soit rémunérée pour ça. Oui, mais alors avec les taux d'intérêt négatifs ou nuls,
Et donc, elles gagnent plus de sous. Elles gagnent plus de sous. Et donc là, on se retrouve dans le paradoxe des banques, qui sont dans une situation absolument terrible en ce moment. C'est donc qu'à un moment donné, les banques ont prêté de manière absolument inconsidérée. En Europe, il y a notamment de très grandes fautes qui ont été faites sur les crises subprimes, et les banques européennes ont été extrêmement exposées. Pire que les Américains? Ben, c'est plus problématique en fait. En fait, pire, c'est pas le problème, mais une banque américaine, sa monnaie de base, c'est le dollar. C'est-à-dire qu'elle crée du dollar. Ouais. La banque européenne ne peut pas créer. Une banque commerciale européenne ne peut pas créer de dollars. Ça change tout. Du coup, oui, pire. Ah oui. Parce qu'elles se sont prises pour des gens D'où qui la n'étaient pas. situation de la Montepaschi, de la situation de. Il n'y a pas. Montepaschi, c'est encore autre chose. Mais Deutsche Bank a bouffé à ça. Et derrière, parce que les subprimes, c'est presque un épiphénomène, paradoxalement. Et derrière, vous avez surtout le grand marché des euro-dollars, c'est-à-dire des dollars extraterritoriaux. Oui. Où ça, les banques européennes se sont spécialisées là-dedans dans les années 1990 et après, ça date même d'avant, mais c'est à ce moment-là que ça explose, qui est de fournir du dollar partout ailleurs qu'aux États-Unis. Et ça, c'est un truc qui est d'une complexité absolument affreuse, mais les banques européennes, par des produits dérivés, ont vendu des dollars qu'en gros, elles n'avaient pas. Ah oui. Et pour le coup, qu'elles ne pouvaient pas créer. Mais elles restaient soumises aux règles que la zone dollar impose. Alors, même si c'est à usage externe. Ça dépend de ce que vous voulez dire par règle. C'est-à-dire que si vous voulez parler de règles du droit américain, oui, on sait que les Américains estiment que toute transaction qui est faite en dollars, c'est comme si c'était soumise au droit américain. En revanche, la Fed n'a absolument aucune juridiction et ne peut rien faire sur ces dollars. C'est en dehors de son spectre. Et que, à la limite, les grands régulateurs de ce système-là sont plutôt les grandes banques commerciales américaines, type JP Morgan, qui tiennent. Alors c'est très opaque encore une fois, parce qu'encore en 2008 on parlait de produits dérivés, on parle plus jamais de produits dérivés aujourd'hui, alors que c'est le maillon essentiel du système financier mondial actuel. Alors, des exemples de produits dérivés, c'est par exemple. Des exemples de produits dérivés, essentiellement, si vous voulez, alors c'est compliqué les produits dérivés, mais la première chose, c'est qu'on a l'impression que c'est un truc qui date de 2008, qui a été innové, qui a plus. C'est faux, hein, des produits dérivés, c'est juste qu'on les voit plus. Mais je pense qu'il y en a beaucoup plus encore que ce qu'on avait en 2008. Les CDS, par exemple. Et voilà, le principe. Alors aujourd'hui, les produits dérivés qui posent problème sont les produits dérivés sur les dollars. Et typiquement, c'est des produits dérivés où. Au départ, ça commence avec une entreprise qui va dire oui, mais moi, je produis en euros, je produis en yuan, je vends en euros et toute l'intermédiation se fait en dollars. Donc, j'ai besoin, moi, de prendre des assurances et j'ai besoin de pouvoir. Alors, très, très vite, on sort totalement du côté économique. C'est-à-dire qu'après, on arrive sur quelque chose un peu là-haut entre banques et où, en gros, il faut réussir à transformer des euros en dollars, des yuan en dollars et donc, on a besoin de dollars. C'est un truc qu'on a tous oublié, mais que l'économie mondiale marche encore essentiellement en dollars. Vous voulez faire du commerce mondial, vous avez besoin de dollars et que ce sont les banques qui font cette intermédiation-là et que les banques européennes aujourd'hui et Deutsche Bank en particulier, Deutsche Bank si vous voulez, on sait que le portefeuille des dérivés de Deutsche Bank est une bombe à retardement que l'État allemand ne serait pas capable mais toujours, et c'est pas parce qu'on n'en parle pas que le truc est plus là. Et c'est pas parce que vous mettez ça dans une bad bank, vous savez pas. Ce qu'ils font, oui. Et donc si on prend un tout petit truc qui était Hypo Group, qui était une petite banque autrichienne qui a fait faillite après la crise de 2008, à cause justement de mauvaises couvertures de dérivés. Quand le truc fait faillite, on dit bon, il va y avoir une perte d'1 milliard, et puis après vous rentrez à l'intérieur des contrats des dérivés, puis vous vous rendez compte qu'en fait c'est 5. Ah oui, c'est ce jour-là. Alors, nous allons faire une pause sur la formidable mécanique monétaire de notre monde contemporain que vous nous avez partiellement dévoilée. Je pense qu'on peut continuer sur la monnaie, mais il faut aller vers une question que vous soulevez aussi dans votre blog et qui est très importante, que vous appelez la révolution de la valeur. Mais qui est très proche, enfin, de la question bancaire aussi. Donc, si vous voulez bien, on va faire une pause, et puis nous allons aller vers la révolution de la valeur. Alors, avec Guy de Lafortelle, l'investisseur sans costume, c'est l'adresse de votre blog, nous étions sur cette bombe à retardement que sont les produits dérivés. Bon, je ne vais pas vous demander des prévisions, parce que les économistes ne prévoient pas, théoriquement. Enfin, est-ce que ça peut exploser? Est-ce que ça met les banques, on le voit, dans des situations très difficiles?
Absolument. Alors non, on ne prévoit pas. En revanche, on voit des choses qui s'accumulent, et puis il y a quand même de la nécessité qui arrive, et puis on ne sait pas quand ça se passe, on ne sait pas comment ça se passe, mais on sait ce qui doit arriver. Et là, par exemple, ce qui se passe avec les produits dérivés, ce qui est très important, c'est de comprendre que quand on crée des produits dérivés, on crée de la monnaie. Oui. Alors ça, c'est très difficile. Hein. Ça, c'est une question, on pourrait en débattre pendant 10 heures, mais si on réfléchit bien, quand on crée des produits dérivés, on crée de la monnaie. Quand on crée de la monnaie, on donne à quelqu'un un pouvoir d'achat, et éventuellement à cette même personne ou à une autre, une obligation. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Le problème des produits dérivés, c'est que, en fait, vous donnez des pouvoirs d'achat à certains et vous redonnez des obligations à d'autres. Et que là où il y a quelque chose de très très bon au départ dans les produits dérivés qui consiste à répartir le risque, dans les années 80, quand les produits dérivés arrivent, c'est une très bonne manière de répartir le risque et de rendre le système beaucoup plus robuste et beaucoup plus solide. Et il y a eu un peu de ça. Sauf que ce qu'on n'a pas du tout vu jusqu'en 2008, c'est que le risque avait tendance naturellement à se reconcentrer ailleurs. En l'occurrence, en 2008, c'était chez Fannie Mae, Freddie Mac aux États-Unis, où là où tout le monde pensait avoir disséminé son risque partout, le risque s'était retrouvé concentré dans ces deux grands groupes d'assurance, qui est un peu l'équivalent de nos AXA ici, en France. Et du coup, le problème des produits dérivés est que déjà, vous êtes sur des quantités de monnaie qui n'ont plus de sens commun, il n'y a plus aucune. Qui n'ont plus de rapport avec le fait que la monnaie avait autrefois un rapport avec la production. Exactement, il n'y a plus aucun rapport avec quoi que ce soit. Mais en revanche, en temps de crise, tout d'un coup, ces espèces de chiffres où on empile les zéros les uns après des autres, mais tout d'un coup, il y a des choses qui se matérialisent, et là, tout d'un coup, il faut se mettre à payer des choses. Et en temps de crise, tout d'un coup, la machine se grippe. Et là où tout le monde s'en fout habituellement, où on s'échange des milliards et des milliers de milliards tous les jours, tout d'un coup, il faut payer. Enfin, c'est ce qu'on a vu avec Archegos. Oui, c'est là, en l'occurrence, c'est plus du levier, c'est pas exactement des produits dérivés sur Archegos, c'est plutôt du levier qu'aussi, il y en a aussi sur Archegos. Et donc, vous pouvez pendant 10 ans faire des trucs super sympas, vous enrichir, devenir une des personnes les plus riches des États-Unis, et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. C'est ce qui s'est passé avec Archegos. Et ce qui se passe avec Archegos, si vous voulez, c'est typique du système financier, où tout d'un coup, vous avez des concentrations de risques qui arrivent quelque part, de manière généralement, probablement non voulue, non sue, de manière, parce que juste des choses qui arrivent, qu'on observe. Et puis de temps en temps, ça explose. Et puis là, quand c'est juste Archegos, c'est pas grave, c'est rigolo. Et puis de toute manière, UBS, je sais plus si UBS ou Crédit Suisse, enfin ils ont l'habitude. Ils vont racheter. Non, c'est pas une c'est qu'ils payent. Ils vont payer, oui, bien sûr. Bon, alors évidemment, il y a une proximité, je pense, Pierre, avec la dette. La dette en France. Ou la dette en général. La dette en France, on sait que dette publique plus hors bilan, plus la dette privée des ménages et des entreprises, plus les dettes financières, c'est ce que j'apprenais sur votre chaîne, Guy de La Fortelle, on atteint entre 9 et 10 000 milliards d'euros. Vous dites qu'on ne pourra jamais rembourser ça. Ah oui, ça c'est sans les dettes financières. Parce que les dettes financières, c'est un monstre, c'est encore ailleurs. C'est ailleurs, les dettes financières. On rajoute encore des zéros. Mais bref, oui, alors c'est ça. Donc, absolument, c'est que les dettes en France... Donc il faut, si vous voulez compter la dette du pays, parce que bon, on parle toujours de dette publique, mais il n'y a pas que l'État qui est en privé, les entreprises. Et donc vous avez 1500 milliards à peu près chez les ménages, vous avez 3500 milliards dans les entreprises. On a les entreprises les plus endettées du monde, à peu de choses près, on est parmi les plus endettés du monde. On s'en souciait énormément avant la crise. La Banque de France n'arrêtait pas de dire attention, on surchauffe. Et donc vous avez la dette publique qui doit arriver gentiment... à 2500 milliards. 2500 milliards. Donc on est à 7500 milliards. 7500 milliards, et puis il faut rajouter le hors-bilan de l'État. Le hors-bilan est donc tout ce qu'on ne compte pas dans le bilan, mais bon, on le compte quand même, mais simplement à côté. Et dans le hors-bilan, alors c'est tout ce qu'on ne compte pas. Donc c'est un espèce de panier, vous avez absolument tout dedans. Vous avez tout et n'importe quoi. Vous avez par exemple, vous prenez le porte-avions, le Charles de Gaulle, un jour il va falloir le démanteler. Bon, l'État ne provisionne aucun argent. Pour démolir le Charles de Gaulle. Alors c'est une dette. Donc c'est une dette, on sait qu'on va le payer, on sait quand on va le payer. Ça, c'est typiquement sur le hors-bilan. Mais après, le hors-bilan, il y a plein de garanties. Quand l'État donne sa garantie à la SNCF, c'est du hors-bilan. Puis tout d'un coup, on dit « Ah ben non, la SNCF devient une SA, il faut plus... » Donc tout d'un coup, ce truc qui est hors-bilan rentre dans le bilan de l'État. On l'a vu ça il y a 2 ans. Et donc c'est quelque chose de très réel, le hors-bilan. On le voit avec la SNCF. Pendant des années, on dit « Ça n'existe pas », et puis tout d'un coup « Ah ben si, en fait, ça avait toujours existé ». Et le gros du hors-bilan, ce qu'on appelle le hors-bilan irrévocable.
C'est-à-dire que des choses, on est sûr qu'on va payer. Parce qu'après, il y a plein de garanties. Si ça va mal, on paye. Si ça va bien, on ne paye pas. C'est-à-dire que le hors-bilan irrévocable, dont le gros est constitué par les retraites des fonctionnaires. Voilà. Et donc là, c'est très compliqué. Parce que dans les retraites des fonctionnaires, donc l'État ne provisionne pas les retraites des fonctionnaires. Alors, il y a plein de réformes, c'est en train de changer. Je suis sûr que maintenant que je viens de dire ça, il y a plein de gens qui vont dire « Mais non, c'est faux !» Pour être plus précis, dans le hors-bilan, c'est que vous avez... C'est-à-dire qu'on dit, c'est comme c'est une retraite par répartition, on peut dire, c'est pas grave. Oui, on prendra sur les actifs. On prend sur les actifs, mais le problème, c'est que vous avez des nombres de fonctionnaires qui baissent, et donc vous savez que vous avez un coût qui augmente sur la dette et qu'il faut provisionner, parce que vous savez que les actifs de la génération après ne vont pas pouvoir. Et d'ailleurs, c'est calculé. Encore une fois, ce sont des choses qui sont calculées. Et donc, si vous prenez tout ce hors-bilan-là, vous arrivez effectivement entre 9 et 10 000 milliards. C'est ça. On était à 7 500. 7 500, vous rajoutez 2 000 milliards. C'est très conservateur, 2 000 milliards de hors-bilan, parce que là, en ce moment, il doit exploser gentiment. Typiquement, les PGE, les prêts garantis par l'État, voilà. C'est du hors-bilan. C'est du hors-bilan aussi. Oui, c'est du hors-bilan. Et du coup, le ministre de l'économie prévoit 5% de croissance pour cette année, donc... on va pouvoir tout rembourser alors. Oui, si vous avez 5% de croissance pour les 100 prochaines années, oui, ça va être très facile. Mais si c'est que cette année, malheureusement, il faut mettre ça en regard de l'année dernière, on est encore que sur un rattrapage. Donc non, c'est pas compliqué. Moi, j'avais fait le calcul avant la crise, où moi je m'étais arrêté à 7 500 milliards avant. Et ça, j'avais calculé que si on voulait rembourser ça de manière un petit peu raisonnable, c'est-à-dire, là je parle bien rembourser, il fallait en gros y passer 2 jours par semaine. Sur votre journée de 5 jours, il fallait commencer lundi, mardi, on travaille pour rembourser. Puis à partir de mercredi, on peut éventuellement travailler pour l'État. Mercredi, jeudi, puis peut-être vendredi, on peut travailler pour soi. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Et alors, généralement, on dit « Ah, mais oui, mais c'est l'État, c'est très différent. L'État n'est pas un ménage. » C'est un truc, on l'entend tout le temps en ce moment. L'État n'a pas besoin de rembourser sa dette. C'est pas grave du tout, parce que l'État a une durée de vie infinie. C'est faux, l'État n'a pas une durée de vie infinie, l'État a une durée de vie indéfinie. C'est très différent. Les États font faillite, les États meurent aussi. Il ne faut pas confondre non plus État, nation ou République. Personne n'a dit que j'ai l'impression que plus la République est faible, plus il faut parler de République comme d'un truc indépassable. Absolument, ça c'est tout à fait ça. N'est jamais qu'un régime parmi d'autres. Et puis on en a eu quand même une bonne demi-douzaine, enfin, qui ont existé, parce qu'il y a eu des constitutions, il y en a eu 23 ou 24. Ça, j'ai pas fait le calcul. Oui. Mais donc, si vous voulez, donc déjà, la première chose, c'est que si une durée de vie indéfinie n'est pas une chose qu'une durée de vie infinie, et surtout, le plus gros problème, c'est qu'on a tendance à croire que quand on s'endette, quand l'État s'endette, ou n'importe qui d'autre, sans rembourser, quand on s'endette sans rembourser et sans faire ce qu'il faut pour rembourser derrière, que ce sera les enfants. J'oublie à chaque fois le nom de cet économiste de plateau télé qui a écrit ce bouquin « Tant pis, nos enfants paieront ». Et donc, mais en fait, quand vous faites de la dette que vous remboursez pas, c'est pas vos enfants. En fait, c'est faux, c'est pas vrai. Le problème, c'est que quand vous faites de la dette que vous remboursez pas, typiquement vous faites de la création monétaire, vous avez de la monnaie parce que quand vous remboursez votre dette, vous détruisez de la monnaie. Et donc tout d'un coup, vous avez de la monnaie qui est là, et qui va enrichir ceux qui la touchent sur le dos de ceux qui ne la touchent pas. Et donc en fait, le transfert de richesse n'est pas un transfert intergénérationnel, c'est un transfert aujourd'hui au sein de la société, entre ceux qui touchent le crédit et ceux qui ne le touchent pas, et même ce qui est encore pire, c'est ceux qui en touchent moins. C'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent, mais ils s'appauvrissent quand même. Parce qu'on leur donne moins. Et ceux qui en touchent le plus, ce sont ceux qui sont près de la source d'émission. Exactement, ceux qui en touchent le plus. On regarde, plus on est riche, plus on s'enrichit, plus on est pauvre, plus on s'appauvrit. La source d'émission. On est un peu obligé de l'observer, ça. C'est-à-dire que la source d'émission sont les banques. Ben voilà. Ce sont les banques, on revient aux banques. On revient aux banques, la source d'émission. Et c'est pour ça que je vous dis que les banques sont dans une situation absolument terrible, parce qu'elles devraient faire faillite, mais on ne les laisse pas faire faillite. Et en les empêchant de faire faillite, on les oblige à prêter de plus en plus. Parce que quand vous avez ce déluge de liquidité, il faut qu'elle prête. Et vous créez en fait de l'insolvabilité massive. Mais qui sont ceux qui sont justement proches du robinet ? Si vous voulez, aujourd'hui, en fait, on fait l'erreur, à mon avis, de confondre le capital et l'appareil productif et l'appareil économique, productif, social.
Et on confond le réel avec sa représentation, et à mon avis, c'est embêtant. C'est-à-dire que vous regardez les PGE, si vous voulez, quand on sauve la Fnac, quand on sauve Fnac Darty avec un PGE qui est le premier, alors les pauvres, c'est sur eux que ça tombe. C'est pas un actionnariat très beau, Fnac Darty. Vous avez regardé derrière, vous avez Rothschild de Genève, le feu Benjamin de Rothschild, si je ne me trompe pas de prénom. Vous avez Ardian qui a ça. Vous avez une espèce d'homme d'affaires, j'ai oublié son nom tout de suite, qui est impliqué dans des espèces de fraude à l'assurance, y compris chez les clients de la Fnac. Des trucs, c'est super glauque l'actionnariat de la Fnac. Hein. Et c'est ces gens-là qu'on sauve. Et donc on se dit, quand on sauve la Fnac, on dit on sauve Fnac Darty. Non, on sauve pas Fnac Darty, on sauve les actionnaires de Fnac Darty. Et ça, moi, si vous voulez, c'est ces gens-là. Et quand vous dites le robinet, où va l'argent, ben, il va chez ces gens-là. Il va chez Ardian, qui est un spin-off d'AXA. Il va chez les Rothschild. Il va chez cet homme d'affaires sulfureux, je n'ai pas retrouvé son nom. Mais si on laissait la Fnac faire faillite, c'est-à-dire les magasins ne vont pas tout d'un coup disparaître, le patrimoine économique ne va pas disparaître. S'ils font faillite, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver un repreneur. Si un repreneur se représente, peut-être qu'il y a des gens mieux placés, qui auraient mieux géré et qui n'auraient pas eu besoin de se faire financer. Parce que les Fnac Darty, c'est des gens qui ont plutôt surfé. Alors ils avaient ce qu'il fallait théoriquement pour passer la crise. C'est pas eux qu'on plaignait en premier. Ils ont vu leur vente en ligne exploser, tout le monde s'est mis à faire de la cuisine, à acheter de l'électroménager, à consommer moi le premier d'ailleurs, il y avait des problèmes, ils avaient des problèmes pour livrer. Donc, alors je dis pas qu'ils ont pas, ils ont payé comme tout le monde, mais c'était pas ceux qui étaient en première ligne. Et c'est les premiers qu'on sauve. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en mauvaise posture auparavant et que c'était mal géré au départ. Alors c'est très intéressant parce que vous dites à un moment sur votre blog, vous dites les crises servent à purger le système. Donc logiquement, en effet, on nettoie. On élimine les canards boiteux. Bon. Or, il y a bien trop de dettes. Comment purger lorsque plus personne n'est solvable? Oui, c'est exactement ça. Ah mais on peut plus. On aurait dû. On commence dans les années 80 à s'endetter massivement, en sachant à peu près où ça vient, hein, parce qu'à ce moment-là, on a encore la conscience du poids de la dette et que ça coûte très cher la dette. Et c'est à partir du début des années 2000 où on arrête. Mais dans ce même registre, vous dites que l'Amérique s'aperçoit dès les années 80 que son modèle, finalement, de consommation, de production, d'enrichissement... De croissance ne va plus fonctionner. Non, ne fonctionne plus. Et ne fonctionne plus. Et pour le perpétuer, en quelque sorte, elle va jouer la dette. Absolument. Elle va jouer la dette. Mais on est en pleine guerre froide. Vous avez une guerre civilisationnelle, culturelle, entre un modèle soviétique et un modèle américain. Et dans les années 70, il se passe deux choses. Hein. Il y a deux pics pétroliers. Deux crises pétrolières, un pic et deux crises, oui. Où tout d'un coup on se rend compte que l'énergie coûte cher. Et une deuxième chose qu'on voit mal, c'est que c'est à ce moment-là aussi que la population commence à vieillir. On n'est pas encore au stade où en Occident, mais la population vieillit, se met à vieillir, et elle se met à vieillir, et quand une population vieillit, elle consomme moins. Voilà. Et du coup, elle épargne plus. Elle épargne plus, et puis surtout, quand on a des enfants qu'il faut élever, une maison à payer, on a beaucoup plus de besoins de consommation à 40 ans qu'à 70. C'est pas mal, c'est pas bien, c'est comme ça, c'est normal. Donc en France, on n'aura plus de croissance. Il n'y a plus de croissance potentielle en Occident depuis 1980. Très intéressant. Vous développez ça sur votre blog aussi. Oui. Il n'y a plus de croissance, et alors on y recourt, on a l'impression, je prends une métaphore qui n'est pas très bonne, mais on a l'impression que la machine ne marche plus avec le moteur, mais qu'elle avance au démarreur. On avance par petits... On fait avancer la voiture au démarreur, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, justement, par la dette, par la monnaie facile, on fait des petits sauts pour essayer de retrouver de la croissance. Oui, enfin, bon, oui, si. Alors, effectivement, c'est-à-dire que, en fait, je ne saurais pas vous dire dans quelle mesure... parce qu'en fait, quand on fait de la dette, paradoxalement, on détruit de la croissance potentielle. Ça aussi, c'est des choses qui sont compliquées. On va pas avoir le temps de tout ça. Mais quand on crée de la dette, on croit aujourd'hui, tout le monde, on vient vous dire, ça fait partie des grands discours actuels. On vous dit, il faut énormément d'argent pour faire la transition écologique, la reconstruction écologique et sociale. Il faut de l'argent. Mais il faut bien comprendre que la dette, d'un point de vue économique fondamental, vous cassez votre croissance potentielle avec la dette. Et dans les années 80, il n'y a plus de croissance. Pourquoi? Parce que la croissance, dans le système actuel, dans le système dans lequel nous sommes, c'est lié à la consommation d'énergie.
Voilà. Donc, pour pouvoir consommer de l'énergie, il faut qu'elle soit pas trop chère. Dans les années 70, l'énergie devient chère, comparativement en tout cas à la période précédente. Et il faut des consommateurs. Et ces deux flux se tarissent dans les années 70, et donc dans les années 80, on se rend compte que le modèle ne marche plus. Et qu'il faut changer de modèle, ou qu'il faut faire quelque chose. Sauf qu'on est en pleine guerre froide. Donc là, on se dit non, il faut gagner, donc il faut tenir coûte que coûte, il faut gagner la bataille, la guerre, et du coup, on va s'endetter. On va s'endetter parce que c'est là qu'on peut faire illusion, et c'est ce qui se passe. Et à la limite, dans les années 80, je peux comprendre ces choix-là. Pourquoi pas? C'est un choix civilisationnel, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, le Royaume-Uni a mis plus de 200 ans à rembourser ses dettes napoléoniennes, ils l'ont fait. Ah oui. Et l'essentiel en une centaine d'années. Je pense qu'il vous demandait à un Britannique, 100 ans plus tard, s'il trouvait normal qu'il paye des impôts pour rembourser des trucs. Ce qu'on appelait la cavalerie de Saint-Georges. La cavalerie de Saint-Georges, c'était les monnaies d'or qui servaient à financer la guerre contre Napoléon. Oui, mais le Royaume-Uni, c'était un exemple très intéressant parce que c'était justement l'exemple d'un État à peu près endetté dans le même genre de proportion que nous il y a 4-5 ans. Et qui avait réussi à rembourser sa dette. Ah. Mais ils avaient réussi, pourquoi? Parce que déjà ils ont mis ça a été soldé en 2005, les dernières dettes. Mais qui sont les créanciers alors? Ah, mais c'était à l'époque, vous avez les papiers, c'était les Anglais, c'était les particuliers. Déjà, les particuliers, les Rothschild ont accédé à une très grande fortune avec justement en finançant les guerres napoléoniennes. Vous avez des histoires Waterloo, oui, il y a des histoires. Oui, ils ont suivi tout le monde. Oui, le Paris. Paris, voilà, sur les réseaux, l'information qui arrive une journée avant ou pas, peu importe. Mais ce qu'il faut voir, c'est que déjà, on a dépassé maintenant ces stades-là. Et la deuxième chose, c'est que le 19e siècle, envisagé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, alors il y a peut-être eu, mais de mémoire humaine, il n'y a jamais eu autant de croissance que le 19e siècle. Pourquoi? Parce que vous avez l'énergie surabondante et vous avez les populations, et on est en train de sortir, aujourd'hui, la grande difficulté, c'est qu'on est en train de sortir de 200 ans de transition démographique très importante, où vous avez tout d'un coup une énorme poussée démographique et énergétique, les deux vont ensemble, parce que vous ne pouvez pas soutenir cette transition démographique si vous n'avez pas l'énergie qui le permet. C'est les deux faces d'une même pièce. Et on est en train de sortir de ça. Qu'on le veuille ou non, hein, c'est pas. Et en fait, on est en train de refuser cette transition. On est en train de refuser en invoquant une croissance. Le XXe siècle ne sera pas un siècle de croissance. Et donc, quand vous invoquez la croissance pour dire on s'endette, mais c'est pas grave, il y aura de la croissance pour rembourser. C'est faux. C'est M. Le Maire qui est adepte de ça. Il commence par équilibrer un budget, puis on se reparle. Oui. Non, mais je veux dire, ça fait qu'à... Le dernier, c'était en 74. Ben voilà, non, mais je veux dire, il nous parle de rembourser ses dettes. Vous citez l'économiste Gaël Giraud. Lorsque la consommation d'énergie augmente de 10%, la croissance augmente, elle, de 6 à 7%, selon lui, bien sûr. Oui, c'était ses travaux. Parce que souvent, quand on parle d'énergie, on vous dit « Ah, mais vous savez, le poids de l'énergie dans une économie, c'est moins de 10%, c'est quelques pourcents, c'est rien du tout. » Et en pensant, c'est prendre le poids total et de l'industrie. Oui. Et on ne prend pas du tout le poids de tous les gens qui travaillent avec de l'énergie, c'est-à-dire d'une usine, des bureaux. Et je pense que Gaël Giraud a absolument raison de dire non, vous ne pouvez pas considérer que l'énergie c'est quelques pourcents dans une économie. Non. C'est-à-dire que si vous avez de l'énergie accessible, vous allez pouvoir faire plein de choses économiquement. Mais en fait, il faut imaginer de manière très simple, quand vous inventez le moteur à explosion et que tout d'un coup, vous passez de la voiture à cheval à la voiture à moteur, et que tout d'un coup, vous pouvez transporter des gens beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus lourds. Tout d'un coup, les horizons deviennent extraordinaires. Et là, vous avez tout ce que vous pouvez faire que vous ne pouviez pas faire avant. Et là, vous avez des horizons de croissance extraordinaires. Mais quand on vous dit « Ah ben, maintenant, on va faire de la croissance verte », ça n'existe pas, la croissance verte. C'est Tesla. C'est-à-dire que si vous prenez un camion Tesla ou un camion Nikola et que vous passez d'un moteur thermique à un moteur électrique, il ne va pas plus vite, il ne va pas plus loin, il ne va pas plus fort, il ne va pas... Donc vous n'allez pas faire de croissance avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, j'en sais rien. Moi, tant que le jour où on me dit qu'on sait créer l'électricité pour faire avancer ces machines, pourquoi pas? Eh bien, nous allons faire une nouvelle pause et évoquer alors peut-être les nouvelles conditions de la croissance et les conditions de la prospérité, si nous devions y revenir.
Alors Guy Lafortelle, l'investisseur sans costume, mais pas sans connaissance. Manifestement, vous avez beaucoup de choses à nous dire. On aimerait quand même comprendre, vous avez dit que nous n'allons pas vers la croissance, beaucoup d'économistes le disent, et ça se comprend, mais est-ce qu'il y a quand même des voies vers une certaine prospérité? Et dans cette affaire, est-ce que l'Amérique ne se tire pas mieux d'affaire que d'autres pays? Il faut faire une très très grande différence entre la croissance et la prospérité. C'est même, à mon avis, l'erreur ou le mensonge de l'époque de croire que pour avoir de la prospérité, il faut avoir de la croissance. Ça a été vrai pendant plus de 100 ans, peut-être 150 ou 200, ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est la grande difficulté. Il se trouve que nos modèles sont bâtis sur des modèles de croissance importantes, et du coup, on fait tenir le modèle. Mais pareil, le modèle, c'est pas la prospérité. C'est-à-dire que si le modèle ne marche plus, il ne marche plus. Prospérité, si vous voulez, si demain, au lieu d'importer des tonnes de soja ou de blé ou des fermes de 1000 vaches, on se met à aller refaire de la production à échelle locale, de qualité, à retrouver des produits sains, quels qu'ils soient, que ce soit alimentaires, que ce soit des consommations, que ce soit des maisons, que ce soit tout ça. Si on se remet, on sera très heureux. On ne va pas faire de croissance en faisant ça. Est-ce qu'on sera malheureux? Non. Est-ce qu'il faut de la croissance pour être heureux? Non. Mais en revanche, il faut commencer par accepter qu'il n'y a plus de croissance, parce que sinon, vous devenez fou. On vous dit, ah mais si, il faut toujours plus. Ouais. On est dans un moment où on devient fou, parce qu'on n'arrête pas de nous dire, il faut toujours plus, dans un monde qui nous dit, ben non, en fait, c'est fini le toujours plus. C'est-à-dire que toute la réalité économique nous dit que c'est fini, mais on nous dit, il faut toujours plus, alors maintenant, il faut toujours plus vert. On a compris que le toujours plus tout court, ça n'allait pas, donc il faut toujours plus vert. On n'a pas en vert, donc. On vous fait de la croissance verte, mais on n'a pas en vert, c'est un truc de dingue. Vous regardez aujourd'hui l'endettement des entreprises privées. Aujourd'hui, ils sont en train, de manière massive, de refinancer des dettes en baissant encore les taux sur des promesses en disant « Oui, mais là, maintenant, nous, c'est vert, c'est ESG, c'est tout ce que vous voulez, on va appliquer des critères d'eux. » Et du coup, vous êtes en train de créer encore plus de tombereaux de monnaie qui, pour le moment, moi, je demande à voir. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout sûr que ça aille vers la révolution, hypothétique révolution écologique appelée de leur vœu par des gens, même le patron de BlackRock. Quand vous avez le patron de BlackRock qui vient vous dire la révolution écologique, c'est génial, il y a plein d'argent à se faire. Est-ce que c'est pas une façon de sacrifier à une mode, de complaire aux médias qui sont très sur la responsabilité sociale et économique, et environnementale de l'entreprise? On l'a vu avec l'affaire Danone. C'est passionnant l'affaire Danone. Moi, j'ai couvert l'affaire Danone, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que vous avez, ce qui est très intéressant avec Danone, c'est que vous avez un patron, on l'aime ou on l'aime pas, et il est au CAC 40. Monsieur Faber. Monsieur Faber, on va peut-être pas lui donner le prix Nobel de la paix, mais qui, dans l'environnement de la grande entreprise française comme Danone, a voulu, depuis 20 ans, a voulu mettre en place un certain nombre de choses, éventuellement au détriment de la performance financière de l'entreprise. Alors on peut gloser, bien sûr, ceux qui disent, ceux qui ont mis M. Faber dehors vous diront que c'est pas du tout pour ça. N'empêche que quand vous regardez les raisons, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il disait bien que nous, on veut bien faire du développement durable, mais il faut que ce soit rentable. Donc, et croyez-nous sur parole, c'est possible. Et la deuxième chose, c'est que les deux petits fonds activistes qui ont mis Emmanuel Faber dehors n'ont pu le faire que parce que les actionnaires de référence l'ont accepté. Et on me dit « Ah, mais Danone n'a pas d'actionnaires de référence ». Mais bien sûr que Danone a des actionnaires de référence. Ce sont deux petits fonds américains qui représentent 8% du capital de Danone, sauf erreur, à deux. Mais en réalité, le capital de ces deux petits fonds est contrôlé par BlackRock. Alors, je crois... en partie. Je ne suis pas sûr. Non, parce que BlackRock, et vous avez, j'ai oublié le nom tout de suite, mais vous avez un fonds canadien. Le Massachusetts Financial Service. C'est ça, exactement, MFS. MFS, pardon. Qui date de... Très ancien. Oui, c'est très ancien. Il date de 1924. Oui, absolument. Et ce sont lui qui a... Ce sont eux les deux actionnaires de référence de Danone. Aujourd'hui, quand on parle d'actionnaires de référence, c'est qu'à l'américaine, et Danone a un capital un peu à l'américaine, vous avez des capitaux très éclatés.
dans lequel, en fait, c'est très dilué. Vous n'avez pas, vous avez pas quelqu'un qui a 50% des parts, ou qui a une très forte participation, ou vous n'avez pas un Bernard Arnault ou quelqu'un. Et Franck Ribot ne possède pas une majorité, le descendant du fondateur. Absolument pas, je ne sais pas combien il possède, mais c'est de l'ordre de quelques pourcents. Oui. Et en revanche, du coup, quand vous avez des systèmes, c'est très compliqué, parce que là, il faut rentrer dans le droit de l'actionnaire, mais avec 10, 20%, si vous contrôlez 20% d'une société, vous devenez de référence, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un contrôle très important sur la société. Et ça, aujourd'hui, c'est BlackRock et MFS. Non, et donc, ils auraient pu s'opposer, c'est-à-dire que BlackRock a accepté. Ils l'ont accepté, ça c'est certain. Après, voilà, bon, c'est comme ça. Je vous entendais, Guy de Lafortelle, nous expliquer que BlackRock ce fonds aurait le droit de vie ou de mort sur les entreprises françaises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, sur les entreprises françaises, pas encore. Ils sont très en retard sur le marché français. C'est peut-être pour ça qu'ils ont envie de rentrer dessus. Ce qui se passe avec BlackRock, c'est que ces gens, donc si vous prenez BlackRock, Vanguard et quelques autres grands gestionnaires d'actifs américains, ces gens sont les premiers actionnaires, les actionnaires de référence d'à peu près tous les grands groupes occidentaux, si ce n'est mondiaux, on va dire occidentaux. Et donc, ces gens ont une manière de procéder qui est très simple, c'est-à-dire qu'ils vont pas aller dire à Total, à L'Oréal, à LVMH comment ils doivent faire. Alors, pardon, là je fais une erreur, je devrais pas dire ça parce qu'encore une fois ils sont assez peu présents en France. La France a quand même on parle souvent d'exception française. Vous disiez allez à voir. Oui, c'est ce qu'ils cherchent en tout cas, et a priori c'est ce qui est en train d'ouvrir, c'est la porte qui est en train d'ouvrir Emmanuel Macron a priori. C'est ce qu'il voulait faire avec la réforme des retraites, ça avance très fortement dans ce sens-là. En tout cas, on sait que ça les intéresse beaucoup parce que ils ont plus tant de relais de croissance que ça. Mais bon, si on prend les États-Unis, donc ils sont actionnaires de référence, mettons que vous êtes et ils s'embêtent pas à aller dire à une grande boîte américaine ce qu'elle doit faire. Ils regardent le top management, ils regardent les patrons, le CEO, les choses là, et puis ils s'assurent que c'est les bonnes personnes. Et là où BlackRock et ces grands fonds qui ont les mêmes intérêts, c'est-à-dire qu'ils partagent les mêmes intérêts, ils étaient très actifs, c'est en train de changer en ce moment, juste pour voter, pour savoir pour dire oui ou non, toi on veut bien que tu sois au board de Pfizer ou de General Motors. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous parler de concurrence effrénée, de capitalisme sauvage. Mais on n'est plus du tout là. En fait, on est dans un capitalisme monopolistique. Déjà, quand on parle de capitalisme, on parle de capital. Oui. Et donc derrière... il y a trop de capital. Non seulement il y a trop de capital, mais concentré dans trop peu de mains. Vous avez la double peine. Mais du coup, imaginez, imaginez un brillant cadre. Mais c'est le cas. Un brillant cadre, un brillant cadre d'une grande boîte qui a gravi tous les échelons extrêmement vite. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'il est dans son tunnel, il arrive au Graal, arrivé au bord de sa grande boîte américaine. Et puis là, soit il faut quand même que les actionnaires approuvent le vote pour rentrer au board, machin. Et puis là, soit effectivement les actionnaires de référence disent oui, et là c'est génial. Et donc, mais il faut qu'ils disent oui. Et s'ils disent non, vous ne pouvez pas aller voir la boîte d'à côté. Vous êtes en pharma, vous êtes dans l'automobile, machin. Vous dites c'est pas grave, ils veulent pas de moi, mais je vais aller voir à côté. Vous ne pouvez pas, parce que si vous en dites non une fois, ils ne vont pas vous dire oui à côté. Autrement dit, Faber aura du mal à retrouver du travail, pas seulement dans l'agroalimentaire, si je puis dire, puisqu'il vient d'être je sais pas, lâché de Danone. Quand vous avez été comme Faber, PDG d'une grande boîte du CAC 40, je ne sais pas si son avenir n'est pas dans d'autres choses. Donc, pour Faber, la question se pose un peu moins, mais Faber a 10 ans de moins. 10 ans avant, là, tout d'un coup, vous dites, et peut-être que l'actionnaire a tort. On ne sait pas qui a tort. Si on prend le cas Faber, mettons qu'on ne sache pas. Peut-être que Faber a raison, peut-être qu'il a tort, peut-être que l'actionnaire a raison, peut-être qu'il a tort. Le problème, c'est qu'on ne le saura jamais, parce que vous êtes dans cette situation monopolistique dans laquelle, comme encore une fois, si vous allez voir à côté, vous allez avoir le même actionnaire qui va vous bloquer pour les mêmes raisons. Vous n'avez plus un jeu de saine concurrence qui permet d'utiliser le mieux possible les ressources, les entreprises, le capital économique et social qu'on a. Je vous entendais dire, Guy de Lafortelle, il faut rééquilibrer la répartition de la valeur ajoutée entre le capital et le travail.
C'est très théorique. Comment on s'y prend? C'est très pas du social tout aussi. théorique, c'est 200 milliards d'euros. C'est pas théorique. Mais comment... Alors la première chose, si vous me permettez, moi j'aime pas du tout les phrases qui commencent par « il faut ». Ouais. Il y a qu'à, faut Il y a qu'à. Et donc si je puis me permettre, ça serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on force ce déséquilibre et qu'on pourrait commencer par arrêter de forcer le déséquilibre. Et c'est notamment, c'est que vous parliez d'une crise, c'est purger. Notamment, les crises, c'est toujours très douloureux une crise, c'est pas le problème. Mais ça sert à quelque chose, une crise. Et notamment, ça sert à quelque chose, une crise historiquement, c'est que ça sert à rééquilibrer la répartition de la valeur ajoutée entre le travail et le capital. Et que pendant les périodes de crise, la part le capital s'effondre et le travail remonte. Et donc en 1980, alors ça c'est les chiffres de l'INSEE, les comptes de la nation, qui est un document que je conseille à tout le monde. C'est important, on devrait connaître les comptes de sa nation. Quelque peu rébarbatif, mais pas tant que ça, même pas tant que ça. Mais bref, et donc dans les comptes de la nation, l'INSEE calcule ce partage de la valeur ajoutée. Alors c'est un chiffre qui évolue un peu, mais en gros, le partage de la valeur ajoutée à 95%, c'est d'un côté le capital sous forme de EBE, d'excédent brut d'exploitation. Donc on est vraiment à la racine. Hein. C'est-à-dire qu'on est avant les impôts, on est avant les investissements, c'est vraiment tout départ. Et de l'autre côté, les salaires. Et donc en 1980, vous avez 40%, non pardon, je me trompe, vous avez 25% qui va au capital et 75% qui va au salaire. En 2020, vous avez 60% qui va au salaire et 40% qui va au capital. Vous avez ça. Et donc ça représente 200 milliards. Et c'est absolument colossal comme différence parce que c'est déjà, c'est pas un truc qui date d'hier, c'est essentiellement dans les années 80 que cette différence se creuse. La dérégulation. C'est absolument. Et sauf qu'on n'a jamais laissé se résorber cette différence parce que c'est pendant les périodes de crise que ça se résorbe et comme on n'accepte plus les crises, on n'accepte plus de solder, on n'accepte plus de s'adapter. Laisser mourir ceux qui doivent mourir. Absolument, on n'accepte plus, on accepte. L'entreprise, hein, pas les hommes. Oui, bien sûr, les entreprises ont vie. C'est ce que je veux dire. Mais oui, c'est ce que je vous dis, c'est quand une entreprise fait faillite, c'est pas mal en soi. General Motors a fait faillite en 2009, j'arrête pas de le répéter. Oui. Ils sont toujours là, on achète toujours des GM et ils sont en bien meilleure santé que... Et cette idéologie de refuser la mort de ces entreprises zombies, je vous entendais parler de ce terme, le socialisme fabien. Est-ce que c'est ça? Alors, quel lien est-ce que vous faites? Parce que le socialisme fabien, c'est quelque chose de très particulier. C'est très localisé, très culturellement, c'est l'Angleterre. Vous parliez de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et qui continuent à maintenir ce système. Ce qui est vrai, c'est que vous prenez les Attali, les Lagarde. Attali, c'est un pur socialiste fabien. Vous êtes... Alors, ce qui est sûr, c'est que dans le socialisme fabien, vous avez vraiment cette idée que vous avez un système de caste, en fait. La réalité du socialisme fabien, c'est que vous avez des gens qui savent, qui ont le droit, qui peuvent, et vous avez les autres. Vous avez les sachants, vous avez on est en plein dedans. Mais il ne faut pas le dire. Mais oui, on est en plein dedans, bien sûr qu'on est en plein dedans. Il faut le dire. À l'époque, il fallait le dire. Aujourd'hui, il ne faut plus le dire. Sur TV Liberté, on peut le dire. Ah oui, on peut le dire. M. Attali est un sachant. Oui, c'est un sachant. Moi, je pars du principe que vous mettez les gens qui savent le plus au monde, les plus sachants du monde, vous en mettez 10 dans un bureau, vous n'atteindrez jamais le début de l'intelligence collective d'une nation. Tout à fait. Il est arrivé premier à l'ENA, je crois, et à Polytechnique, c'est inquiétant ou... Non, s'il y a un truc, ça c'est quelque chose... Pardon, on va peut-être faire une toute petite digression, mais... Sur nos élites. Je pense qu'on fait une grave erreur à réduire, en gros, à réduire le génie, ou plus simplement l'intérêt d'une personne à son QI. C'est exactement ce que formulait il y a bientôt 6 ans Charles Gave à ce même plateau dans un petit buzz de quelques minutes qui a fait plus de 20 millions de vues. Il faut que j'aille voir ça parce que je ne le savais pas. Mais vous avez dit la même chose. Mais oui, mais parce que on peut pas réduire la qualité d'une personne à son QI. Mais c'est ce que vous faites. On fait la suppression de l'ENA aujourd'hui pour refaire. Je ne sais plus comment s'appelle l'école nationale d'administration. Non, la nouvelle. Le service. Bref. Les ISPistes, on va les appeler pareil. L'école du service public. Peu importe. L'école, mais si vous voulez, la valeur d'une école comme l'ENA, c'est parce qu'on vous dit tous, regardez, on va changer l'enseignement et... On change l'enseigne.
C'est ça. Pas l'enseignement. Mais la valeur d'une école, ou même la valeur d'une école comme Polytechnique, ou la valeur d'une école, d'école comme ça, ça c'est très très bien. C'est une manière de discriminer par le QI. Et le QI est un très bon prédicteur de la réussite sociale, de la réussite matérielle. Bien sûr. C'est pas du bonheur. Bien sûr. Matériel. Non, Et du coup, c'est à ça que ça sert, ces choses-là. Et je dis pas que c'est pas inutile, juste que ce qui est bon à un moment n'est pas forcément bon à un autre. ça a sans doute été bon pour Bonaparte lorsqu'il a créé Polytechnique. Mais bien sûr. Et donc le problème qu'on a, si vous voulez, c'est qu'à réduire les gens à une capacité intellectuelle de QI qui a beaucoup de valeur, c'est pas inutile, mais malheureusement, vous pouvez pas réduire un être à uniquement son cerveau, ou uniquement son QI. Et c'est une très très grande faute, à mon avis, de faire cette réduction-là. Et on crève de ça. C'est la volonté de tout réduire par le chiffre. Vous savez, les polytechniciens, ils étaient initialement destinés à l'artillerie. C'était leur fonction première. Hein. Ils font bien de la cavalerie, pourtant. Ah oui, bravo pour le jeu de mots sur la cavalerie financière. Bravo. Très bien. Excusez-moi. Notre invité est content de la fin de cet entretien. Oui, mais ça donne tout à fait le style de votre blog, et c'est le côté humoristique, mais d'une réalité qui est, comme je le disais, parfois futile, parfois tragique. On va vous remercier. Je vous remercie de votre invitation. Guy de Lafortelle, merci. Et rappelons donc, Investisseur sans costume, on le trouve sans problème, même si on... Oui, et vous éditez aussi une lettre qui s'appelle Le risque et profit, où là, on est vraiment sur de l'investissement. Voilà. Sur beaucoup dans une optique d'investissement. Quelque chose me dit qu'étant donné l'abondance de la maîtrise des sujets, vous aurez l'occasion certainement de revenir. En tout cas, nous renvoyons nos téléspectateurs à votre blog. Merci Guy de Lafortelle. Merci à vous, merci de votre invitation. Merci Pierre. Chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt.